Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui ça va tourner autour d'une seule maison d'édition. Ça faisait déjà un moment que j'avais envie de faire ça et en fait l'occasion ne se présentait pas parce que je choisis pas forcément mes livres en fonction des maisons d'édition, des fois même pas en fonction des auteurs mais vraiment en fonction du feeling. Là il s'est trouvé que j'ai tellement de retard sur les updates qu'il y en a eu 4 qui se sont mis sur la même maison d'édition. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ces 4 lectures, toutes les 4 issues de la maison d'édition Pocket. C'est parti pour un update lecture. J'ai des travaux qui sont à côté de chez moi en ce moment, donc j'espère que le bruit ne va pas interférer dans la vidéo. Si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. Alors, les 4 lectures que je vais vous présenter n'ont pas été effectuées toutes les 4 en même temps, et ni à la suite. C'est possible qu'il y en ait qui étaient en même temps. Mais en tout cas, toutes les 4 n'ont pas été à la suite, forcément, puisque, comme je vous disais, je n'ai pas choisi en fonction... Enfin, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais il n'empêche que j'ai 4 livres de la maison d'édition Pocket, donc je vais vous les présenter tout de suite. J'ai lu Leçons de chimie de Bonnie Garmus, La brillante destinée d'Elisabeth Zott. C'est un livre que Fanny nous avait proposé pour une lecture commune dans le cadre du Patreon. Et je ne savais plus si elle l'avait proposé ou si elle l'avait déjà lu. Le pitch me tentait énormément et je l'ai gardé en tête et je l'ai acheté à ma sortie juillet normalement. Oui, c'est ça, 2024. Je l'ai effectué en lecture commune avec, je pense que je vais oublier des noms. Je suis sincèrement désolée. Je sais qu'il y a Fanny, je pense qu'il doit y avoir Claire et je pense qu'il doit y avoir peut-être Barbara. J'ai dû oublier du monde ou me mélanger les pinceaux comme d'habitude. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'Elisabeth Zott. On la retrouve en 1960. Alors, je ne vais pas vous dire dans quel cadre elle travaille au début parce que je vous laisse découvrir après comment elle va en arriver là. Elisabeth, c'est une scientifique, c'est une chimiste, je crois. Elle a une spécialité, je ne sais plus ce qu'elle est exactement comme spécialité scientifique. Elle a à l'Institut de chimie, voilà. Elle travaille à l'Institut de chimie où elle poursuit des études à un niveau très élevé. Et Elisabeth, dans les années 60, dans un univers extrêmement machiste et patriarcal, ça va être compliqué de faire son trou là, et voire même, y a des événements, voire un événement surtout, traumatique qui va faire qu'elle ne va pas pouvoir poursuivre. Et puis, elle va continuer avec une autre université, l'université, il me semble, d'Hastings. Bref, elle va partir dans une autre université où il va se passer des choses et où son destin va complètement et radicalement changer. On découvre très tôt qu'Elisabeth a des événements dans sa vie qui ont été bouleversés. Je crois que c'est au premier chapitre où déjà la base est posée de comment elle, enfin voilà, où est-ce qu'elle va aller. Donc en fait, le début du bouquin va revenir en arrière pour nous faire comprendre comment elle en est arrivée là. Je ne vais pas trop vous en dire. Alors cette histoire, je l'ai énormément aimée. J'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que c'est un petit coup de cœur. Mais en fait, il n'est pas arrivé au niveau du timing, il n'est pas arrivé au bon moment. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait beaucoup de similitudes avec le destin d'Evelyn Hugo dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, avec cette femme qui essaye de creuser son trou dans un monde hyper machiste, avec des codes hyper patriarcales néfastes pour elle. Et donc, en fait, j'ai eu l'impression, j'ai eu une espèce d'effet, c'était un peu redondant en fait. Pourtant, c'est hyper original, c'était hyper bien, l'écriture était top, il y a tout qui fonctionne. Mais le fait d'avoir mis ces 2 lectures pas très loin l'une de l'autre, eh bien, il y avait quelque chose de redondant, quoi. J'avais l'impression d'avoir une redite d'un truc déjà vu il n'y a pas si longtemps. Et c'est dommage parce que c'était génialissime. Donc, il y a du positif. C'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, parce qu'il est arrivé pas au bon moment. C'est un peu dommage. C'est un tout petit coup de cœur, mais c'est un coup de cœur, mais ça reste une lecture exceptionnelle, ça reste une lecture hyper intéressante. C'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Bonnie Garmus. J'ai trouvé Elisabeth très très attachante, avec l'environnement qu'elle a et tout ça. Je l'ai trouvée très 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 touchante et très bouleversante. Et j'ai trouvé forcément quelques échos dans sa façon de vivre son histoire, parce que elle évolue dans un monde extrêmement masculin et voilà, c'est quelque chose, on sent bien toutes les difficultés parce que c'est une femme, tous les bâtons qu'on va lui mettre dans les roues. Et forcément, exactement au même titre que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est un destin qui m'a rappelé, alors je sais pas le destin d'Elisabeth Zott, hein, c'est pas la question, mais forcément ça a fait écho chez moi avec le fait que moi j'ai évolué dans un milieu extrêmement masculin
et qu'on sent bien que certaines choses n'étaient pas faites à une époque pour les femmes. Ah, heureusement, c'est en train de changer, doucement mais sûrement, heureusement. Les 2 lectures suivantes que je vais vous présenter sont de la même autrice, mais j'aurais pu les présenter en même temps, mais c'est pas du tout la même chose, même si c'est une saga, voilà, je vous en ai déjà parlé. J'ai lu La charmante librairie des amours lointaines de Jenny Colgan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est le 3e tome de La charmante librairie. Le premier tome étant, je vais y arriver, La charmante librairie des jours heureux, La charmante librairie des flots tranquilles, La charmante librairie des amours lointaines, c'est le 3e tome. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tomes peuvent se lire complètement indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que ça va vous spoiler, surtout entre le 1, le 2 et le 3, ça va vous spoiler un petit peu ce qui va se passer pour les personnages, mais on va les croiser très vite fait. Par exemple, je sais pas moi, l'histoire des 2 personnages qu'il y avait dans le 1, le personnage du 3 va les croiser au détour d'un café, les rencontrer, ah oui, comment tu vas, machin, et puis voilà, ça va très vite. Donc c'est vraiment, on peut les lire sans aucun souci séparément. Après, c'est vrai que quand on lit les 3, on voit les clins d'œil. C'est surtout ça, en fait. C'est que quand on les lit à la suite, on voit les clins d'œil, alors que quand on les lit séparément, on ne les voit pas forcément. Dans cette histoire, on va suivre Lisa, qui est une infirmière qui vit à Londres, qui commence cette histoire tout de suite avec un événement hyper traumatique, puisqu'elle je crois qu'elle se rend dans une cité, et elle assiste à une fusillade et à la mort d'un jeune homme qu'elle connaissait, et qu'elle essaye d'aider, et ça la traumatise, voilà, tout simplement, ça la traumatise, et elle n'arrive pas à en voir le bout, mais parce que c'est normal, ça vient d'arriver, et donc ses supérieurs décident, ou je sais pas, je pense que c'est ses supérieurs, mais en tout cas décident de l'envoyer faire un échange avec un infirmier qui lui est à Cormac, qui lui est en Écosse, dans notre fameux petit village écossais qu'on avait déjà dans le 1 et dans le 2. Je vous rappelle, moi, l'Écosse, ça marche direct, ça fait des cœurs avec mes yeux. Et donc, du coup, Lisa, elle se retrouve dans ce village et Cormac, il se retrouve dans la vie londonienne. Alors, lui, il déteste la vie à Londres, il déteste la vie hyper urbaine et elle déteste le côté hyper... le rural avec voilà, c'est perdu, ces petites routes, ces petits ces routes minuscules où elle doit aller de patient en patient, enfin c'est insoutenable pour elle. Et pour lui, c'est insoutenable ce côté hyper puant de la ville avec des gens voilà, qui ont des modes de vie qu'il ne comprend pas. Donc ils se retrouvent tous les deux confrontés à ça. Et ils vont se retrouver à échanger des messages, forcément parce qu'ils ont pris les patients l'un de l'autre, donc professionnels au début, ce sont des échanges professionnels. Et petit à petit, il y a autre chose qui va se créer. Dans les romans de Jenny Colgan, alors c'est le cas avec la série sur la charmante librairie, c'est hyper surprenant parce qu'on se retrouve avec une série, moi je trouve qu'il y a un gros contraste avec la saga sur la boulangerie, c'est-à-dire que dans la saga de la boulangerie, il y avait une espèce de légèreté, j'aimais bien aussi, mais des fois il y avait, comme je vous ai déjà dit, quelque chose d'un peu stéréotypé dans le traitement des personnages, qui n'est pas du tout le cas ici. Il y a quelque chose de profondément touchant. Jenny Colgan, ce sont des histoires d'amour. Voilà. Et ce sont des histoires d'amour que j'adore lire. Mais vraiment, je dirais pas que je suis fan ou pas fan de la romance. En fait, il y a très peu de genres dont je pense qu'à part le développement personnel, il n'y a pas forcément, et encore je suis sûre que si ça me correspondait, je suis sûre que ça pourrait m'attirer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez Jenny Colgan, la romance, c'est quelque chose, mais j'ai l'impression de lire Love Actually, quoi. Pas tout à fait, parce qu'il y a un côté plus grave que ça, mais hyper touchant. J'ai adoré. La saga de la charmante librairie reste une de mes sagas préférées. D'ailleurs, ce tome-ci est dans mes coups de cœur, mais c'est pas forcément mon préféré. Pour l'instant, je pense que mon préféré, c'est le tome 2. Mais je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que en fait, ça a été une véritable découverte de cette autrice à travers cette saga-là. Donc, je vous encourage à la découvrir si vous vous êtes arrêté à la saga de la boulangerie. C'est un peu dommage parce qu'il y a quelque chose en plus quand même dans la saga autour de la librairie. Alors par contre, la charmante librairie des amours lointaines, le lien avec les bouquins, il se pose là quand même. Parce que autant dans le 1 et peut-être un tout petit peu dans le 2 avec le métier du monsieur, mais alors là, il faut aller chercher très 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 loin parce que en fait, il n'y a rien à voir avec les bouquins. On est sur 2 personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, bref. C'est un autre sujet. J'ai oublié de préciser que le tome La charmante librairie des amours lointaines, je l'ai lu en lecture commune avec Jessica, et ça a son importance, parce que ce tome-ci m'a tellement plu qu'on a enchaîné avec le 4e tome de la saga, qui est
Noël à la charmante librairie, donc toujours de Jenny Colgan. Et dans ce tome, pour le coup, là, on est la couverture nous annonce, et le titre nous annonce une ambiance vraiment noëlesque, et c'est tout à fait ce qu'on va retrouver dans ce livre. On n'est pas tout à fait sur le même trope qu'on avait dans les 3 premiers tomes, où on a vraiment ce côté avec une histoire d'amour, et voilà comment ça va se développer, puisqu'ici, on va suivre 2 sœurs, Carmen, qui est une jeune femme qui vient de perdre son emploi, qui est un peu perdue dans la vie, et en fait, elle a pas, enfin, c'est pas qu'elle a rien, c'est qu'elle se sent complètement déconnectée par rapport à la société qui est autour d'elle. Et surtout, elle a un gros décalage avec sa sœur Sophia, qui est une jeune avocate, qui est une avocate pleine de talent, qui a une grande maison avec des enfants merveilleux, un mari merveilleux, et pour qui tout a l'air de réussir. Et donc Carmen, elle a toujours ce sentiment d'infériorité par rapport à sa sœur, et qui vient la culpabiliser, et qui fait qu'aujourd'hui, elle a coupé les ponts avec sa sœur, quasiment coupé les ponts avec sa sœur, puisque elle ne supportait pas d'avoir cette rivalité, c'était trop dur, trop violent pour elle. Donc Carmen, elle va se retrouver à la rue, et elle ne va pas avoir tellement de choix que d'accepter la proposition de sa sœur, qui lui a trouvé un emploi chez un libraire qui est à 2 doigts de fermer boutique s'il n'arrive pas à faire plus de chiffre d'affaires avant la période de Noël. Et donc Carmen va se retrouver employée dans cette librairie ultra poussiéreuse, où vraiment il y a tout à refaire au niveau de la déco, il y a tout à refaire au niveau du service de la vente. Bref, il n'y a rien qui va. Et donc, on va suivre l'histoire de Carmen et Sophia, comment ça va se passer entre les sœurs, comment la reconstruction de Carmen va se faire progressivement. Dans ce livre-là, il n'y a pas vraiment d'événements traumatiques au sens trauma, comme dans les 3 premiers tomes, où il y a quelque chose de très violent, ou en tout cas un changement radical de vie qui amène la protagoniste, généralement ce sont des femmes, à changer de vie. Mais par contre, on est aussi sur une autre thématique. On n'est pas sur une histoire d'amour, on est sur une histoire d'amour, mais pas l'amour amoureux, pas le même style d'amour. C'était super intéressant. Et surtout, c'est une lecture qui est vraiment teintée de toute l'ambiance de Noël, avec vraiment tout ce qui se passe dans... Alors, on n'est pas du tout dans les petites rues d'Écosse, on est, je pense, on est à Édimbourg, dans la ville... Oui, c'est ça. On est à Édimbourg même. Et vraiment, on se sent immergé dans ces petites rues avec la neige et tout ça. Et ça fonctionne hyper bien pour l'ambiance Noël. Ça faisait un moment que je cherchais un livre de Noël à lire à la période de Noël et qui me mette vraiment dans cette ambiance. Et je pense que c'est celui qui correspond le plus à l'ambiance de Noël que j'ai jamais lu. Donc j'étais hyper contente de lire à cette période, et j'étais hyper contente de le lire tout court. C'est pas mon préféré de l'autrice, j'étais en train de dire, peut-être que c'est toujours le 2, mais c'est surtout qu'il me semble tellement déconnecté par rapport aux 3 tomes précédents, que j'ai l'impression qu'il n'appartient même pas à la même série. C'est-à-dire que là, on ne croise même pas on les croise une fois, mais quasiment pas les personnages des tomes précédents. On n'est même pas dans le même village. Je ne comprends pas très très bien pourquoi est-ce que tout est mis sous la même saga. Par contre, le côté charmante librairie, clairement, là, on y est, puisque dans ce tome-ci, on est clairement dans une librairie, et on est tout le temps dans la librairie. J'ai adoré cette lecture, comme vous l'aurez compris. C'est pas ma préférée, mais en fait, finalement, peut-être que si, c'est ma préférée de l'autrice. Je ne sais pas. Et je termine cet update avec un coup de cœur, le premier coup de cœur de 2025. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé 2024 avec une lecture coup de cœur du calendrier livresque de Barbara, puisque j'avais commencé avec Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Et là, je suis partie vers une lecture assez similaire, enfin, pas la même chose, mais avec un peu le même style d'ambiance. Et c'était aussi un livre du calendrier de Barbara, et c'est aussi un coup de cœur. J'ai lu La maison au sortilège de Emilia Hart. Alors celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec Barbara, Claire, et il y avait une 3e personne. Voilà, je me mélange trop les pinceaux. Si je ne prends pas des notes, je ne sais plus. On va suivre Kate en 2019, qui va fuir Londres, où elle est sous l'emprise d'un conjoint hyper violent. Elle subit des violences à tous les niveaux, des violences psychologiques, physiques, sexuelles. C'est catastrophique. Et elle est sous l'emprise de cet homme, donc elle ne peut pas en sortir, elle est vraiment coincée. Et elle, par une espèce d'impulsion, elle va décider elle va réussir à fuir et sauver sa peau, en fait, parce qu'elle n'a pas d'autre choix. On va suivre en même temps, en 1942, on va suivre Violette, qui est une jeune fille. Je crois qu'elle a 16 ans au moment où on la suit. Elle est donc en 1942, donc c'est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Violette, elle vit avec un père qui est
castrateur. C'est pas comme ça qu'on dit pour les filles, mais bon, c'est pas grave, on va dire ça. Elle vit avec un père qui est ultra violent et qui a pareil, qui a une forme d'emprise aussi, sauf que là, c'est parental. Avec un côté très malsain. Violette, elle n'a droit de rien. C'est une femme, une fille, elle n'a droit à rien depuis qu'elle est petite. Il y a un traitement de faveur qui est fait à son frère Graham, mais elle, vraiment, elle n'existe pas. Elle ne doit pas vivre, elle ne doit pas respirer. Il y a quelque chose d'extrêmement injuste dans ce destin de cette jeune fille qu'on a envie de voir s'épanouir, de voir grandir, et qu'en fait, elle est dans cet environnement ultra malsain. On va suivre, et la troisième temporalité, on va suivre en 1619 Alta, qui est une jeune fille, pareil, alors là, j'irais plutôt une jeune femme. Au moment où on la retrouve, elle est en cellule et elle va être jugée pour sorcellerie. Et je ne vous dirai pas du coup quel est le lien entre ces trois personnages et non plus comment est-ce qu'on va se retrouver, évidemment, imbriquer les histoires les unes dans les autres. Alors, moi, j'aime beaucoup déjà quand il y a différentes temporalités comme ça, et que tous les éléments viennent s'emboîter les uns dans les autres, sachant que là, ça s'est hyper bien mis. Les chapitres sont assez courts, donc on n'a pas ce sentiment de dire oh, j'ai une tarte de retourner chez l'une ou chez l'autre, parce qu'on y retourne assez vite en fait. Alors, ce qui fait que c'est un coup de cœur, c'est que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur histoire. Comme je vous disais, comment tout ça va s'imbriquer dans l'histoire. Et il y a un élément, c'est qu'il y a un rapport à la terre, aux animaux, à la nature, dans ce livre-là, qui est extrêmement puissant. Et je pense que ça fait partie des éléments qui vont faire que ça peut être un coup de cœur chez moi. Je repense au livre de Diana Wilson, qui a été également un coup de cœur, Les Semeuses. Je pense qu'il y a quelque chose, quand il y a ce rapport à la terre de très naturel, qui tout de suite va m'attirer. D'ailleurs, je repense au Mur invisible de Marlène Haushofer, pareil, c'est un rapport à la terre. Voilà, ça me parle. Et donc, dans cette histoire, on est forcément transporté avec ces jeunes femmes. On est ulcéré. Moi, j'ai été ulcérée. Vraiment, il y a eu des moments où j'avais envie de crier parce que c'est complètement injuste ce qui peut leur arriver. Et justement, ça permet de souligner les différents traitements qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes sur les 400 dernières années en tout cas, puisque là on est, je vous dis, en 1619 pour l'époque la plus lointaine. Et voilà, c'est une lecture que j'ai tout bonnement adorée. Je ne peux que vous inviter à la découvrir. Si vous avez aimé Un bûcher sous la neige, si vous êtes adepte des romans engagés, féministes, avec du nature writing, avec ce rapport à la terre qui vraiment est très naturel, je vous invite à le découvrir. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, vous verrez, comme vous voyez, sur les 4 lectures, c'était 4 très 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 bonnes lectures parce qu'il y a eu des petits coups de cœur et un gros coup de cœur. Donc en gros, il n'y a eu que des coups de cœur. Donc c'est vraiment, ça a été, alors c'est le hasard qui a fait que c'était chez Pocket, ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je réfléchisse à... généralement, quand je fais mes classements pour les coups de cœur, ça vient de plein de maisons d'édition différentes. Donc, c'est pas forcément rapporté à l'une, mais en tout cas, là, clairement, les 4 dernières, j'ai adoré. En commentaire, n'hésitez pas à me dire avec, comme d'habitude, un petit emoji, quel est le livre qui vous tente le plus sur ces 4-là, avec les emojis différents. Vous pouvez trouver des sapins, de l'herbe, des petites becs benzène. Je pense que là, on peut facilement trouver des emojis complètement différents. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si le corps vous en dit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!